Mohamed Eni, c'est un champion. 6 fois champion d'Algérie. Alors c'est pas le record, hein, c'est Mohamed Hadouche qui a été 8 fois champion d'Algérie, le grand maître. On aura l'occasion de revenir sur des parties d'ailleurs de Mohamed Hadouche. Mais là j'ai envie de m'intéresser à cette partie de Mohamed Eni parce qu'elle m'a touché. Alors c'est le jeune joueur Mohamed Eni, c'est-à-dire qu'au moment de cette partie, il fait le championnat du monde des moins de 20 ans, donc il est encore très jeune, et sa fougue et sa détermination, sa combativité m'a vraiment impressionné. Moi qui suis plutôt touché par les joueurs plutôt positionnels, c'est vrai que cette vidéo m'a marqué. Et puis l'ouverture va pas tout à fait bien se passer pour Mohamed Eni. Et pourtant, il va trouver du contre-jeu. Enfin, quand je dis trouver, il va se créer son contre-jeu. Alors Mohamed Eni a les blancs, il va ouvrir avec le pion roi E4. On sent le style du joueur offensif déjà, puisque le pion vient au centre et il va libérer les diagonales de développement de la dame et du fou. Son adversaire va répondre par la défense carreau-canne, le coup C6, popularisé par les joueurs carreau et canne. Et l'idée de C6, c'est d'appuyer la poussée D5 et en cas de prise, être capable, bien sûr, de reprendre d'un pion au centre. Alors Mohamed Eni va jouer D4, il va constituer le fort centre de pion et D5 comme prévu. Là, il y a plusieurs choix. Soit on pousse en E5, la variante d'avance de la carreau-canne, soit on prend, c'est la variante d'échange, ou soit on protège, la variante classique. Et c'est ce que va faire Mohamed Eni ici, il va jouer cavalier C3, il protège champion de 4. Il va y avoir l'échange en E4, puis on prend, cavalier prend. Et là, deux grandes variantes dans cette défense, soit on sort le fou en F5 immédiatement pour attaquer le cavalier, soit on joue cavalier D7. Alors ce mouvement de cavalier un peu rampant va s'expliquer par le fait que les noirs ont envie de poursuivre par la sortie du cavalier G7 en F6. Ainsi, si le cavalier blanc prend, le cavalier D7 pourra reprendre, il y aura un relais de cavalier. Et ici, plusieurs coups sont possibles, mais Mohamed Eni va décider de jouer fou C4. Il va diriger tout de suite son fou vers la faiblesse du pion en F7. Et après cavalier F6, il ne va pas simplifier la position en échangeant les cavaliers, non. Il va jouer le coup cavalier G5. Donc là, c'est droit au but, un slogan qui pourrait plaire d'ailleurs aux youtubeurs de football et supporters de Marseille, Mohamed Eni. C'est-à-dire que là, les blancs menacent fou prend F7, mat, avec la protection du cavalier. Donc les noirs jouent E6, et on pourrait déjà s'intéresser au sacrifice en E6, puisque les deux pièces peuvent attaquer. Alors certes, le pion F pourra reprendre, mais on pourra échanger une pièce contre deux pions et essayer de désorganiser les forces noires. Mais en réalité, cette prise, cette double prise en E6 est trop prématurée. Et Mohamed Eni va la préparer avec Dame 2. En réalité, c'est plus la prise en F7 que la prise en E6 qui va être préparée d'ailleurs. Un peu comme dans la vidéo que j'avais faite sur un piège d'ouverture sur la carreau-canne, avec cette menace cavalier prend F7. Alors si vous n'aviez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus qui va vous permettre de la visionner. Donc la menace, c'est de faire cavalier prend F7. Bon, avec la fourchette, on attaque la tour, la dame, et sur roi prend, dame prend aussi échec. Et là, on a une attaque de mat contre le roi noir, puisqu'il devra sortir en G6, fou D3 échec, le roi devra aller en H5, et là, on va mater avec dame H3, puisque les deux fous ôtent toutes les cases de repli du roi noir. Donc, dame 2, c'est très agressif. Il y a ce vis-à-vis dame-roi, et cette menace de sacrifice en F7, suivie de la prise en E6. Alors l'adversaire de Mohamed Eni n'est pas un débutant, et il va bien sûr bloquer la menace, il va jouer cavalier B6, il va attaquer le fou, et en même temps il libère son propre fou à la défense du pion E6, si bien que si on fait cavalier prend F7, roi prend, la dame ne pourra pas prendre en E6 cette fois-ci, le fou défend. Donc on peut replier le fou sur plusieurs cases, on peut peut-être le replier en D3 ou en B3, alors Mohamed Eni choisit de le garder en B3 pour garder un œil sur cette diagonale et sur les pressions en E6 et en F7. Alors depuis que le cavalier noir est venu en B6, ça a libéré également la dame qui vise le pion D4. Mais en réalité, c'est un piège. Mohamed Eni va laisser le pion D4, parce que si les noirs prennent le pion D4, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie, mais si les noirs prennent le pion D4, alors les noirs vont certainement perdre par excès de gourmandise, parce que il va y avoir cavalier F3, on développe le cavalier sur le dos de la dame, et le roi blanc est prêt à roquer, on n'a pas peur de coups comme dame B4 échec, puisqu'on pourrait jouer fou D2 pour renverser l'attaque sur la dame, ou peut-être C3, et vous comprenez, le cavalier en F3 pourra ensuite aller en E5 avec les attaques sur F7 qui seront trop difficiles à protéger, les deux cavaliers attaqueront F7. Donc on voit vraiment cette attaque sur F7 et sur E6
sur la colonne, la diagonale, avec les cavaliers qui veulent monter à l'assaut de cette structure. En fait, il cherche le chaos dans l'ouverture, Mohamed Eni. Alors l'adversaire ne va pas se laisser avoir, et ne va pas se laisser tenter par ce pion empoisonné, et les noirs vont plutôt jouer H6 pour repousser le cavalier blanc. Alors, le cavalier blanc est repoussé, il vient en F3, et les noirs vont jouer A5, menaçant A4. A3, comme ça sur la poussée A4, le fou peut reculer en A2, et toujours se préserver la diagonale d'attaque. Les noirs vont maintenant jouer C5, ils s'en prennent au centre blanc, au pion D4. Une prise permettrait au fou de se développer, tout simplement. Et les blancs jouent C3. Les noirs vont alors jouer Dame C7, cavalier E5, le cavalier rejoint l'avant-poste, mais surtout pour libérer la case F3, pour que le second cavalier puisse se développer et permettre un éventuel roc. La prise en D4, la prise en D4. Et là, la structure de pion s'est modifiée en fait. Cette prise en D4 a créé ce qu'on appelle un pion isolé, un isolani. Alors l'isolani, c'est quoi? C'est le pion isolé central, le pion D4. Alors, ce pion peut être une faiblesse parce qu'il peut être pris pour cible et il ne pourra pas être défendu par un autre pion. Certes, il pourra être défendu par des pièces, mais pas par un pion. Donc il n'y aura pas de défense économique de ce pion. Mais pour l'instant, les noirs ne le prennent pas pour cible. Il faudrait, par exemple, que la tour puisse venir sur la colonne. Et puis, habituellement, les noirs ont un cavalier en C6, par exemple, qui pourrait attaquer. Mais là, c'est pas le cas, puisque le cavalier B8 n'est pas venu en C6. Il a été en D7 et il a rebondi après en B6. Donc le pion D4 n'est pas si faible que ça. Pour autant, la case située devant l'isolani est faible. Et les deux cavaliers peuvent rejoindre cette case pour avoir une certaine influence centrale et entraver l'action du fou sur la diagonale. Alors, le pion isolé central est un peu particulier parce que il peut être faible, comme je l'ai dit, il peut se faire attaquer, ça peut être une cible, mais d'un autre côté, il fournit l'avantage d'espace. Et notamment, grâce au contrôle de la case E5, il permet vraiment d'appuyer et d'ancrer un cavalier sur l'avant-poste en E5. Alors ça convient particulièrement aux joueurs d'attaque qui cherchent l'avantage d'espace et le chaos. Mais dans les finales, lorsque les attaques s'amenuisent, que les dangers disparaissent contre le roi noir, les pions isolés peuvent devenir des faiblesses durables, statiques, et finir par compromettre les chances de victoire. Alors les noirs ont joué à 4, ils attaquent le fou, et là, il y a deux retraits possibles pour le fou, en A2 et en C2. Mais fidèle à ses convictions, Mohamed Eni va reculer en A2, il veut toujours garder le fou sur sa diagonale. Pourtant, il va être confronté à un coup certainement imprévu. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'il avait anticipé. Ça aurait été vraiment diabolique qu'il arrive à anticiper ça, mais en réalité, je pense qu'il a mésestimé un coup noir, ou il a peut-être tout simplement pas vu un coup noir. Et ça va être le coup fou prend A3. Parce qu'après fou prend A3, quelle est l'idée de fou prend A3 ? L'idée, en fait, c'est de dévier le pion B2 en A3 pour permettre à la dame de venir en C3 et de faire la fourchette roi tour. Si bien que Mohamed Eni ne peut pas prendre le fou, en fait. Et du coup, il perd un pion. Il perd un pion sec, mais pas seulement, d'ailleurs. Parce qu'après cavalier F3, qui est le coup logique pour se développer, le fou vient en B4 faire échec. Et donc, on joue fou D2, mais c'est une bonne nouvelle pour les noirs. Ils ont gagné un pion, et ils vont échanger les fous de case noire. Or, le fou B4 n'avait pas une réelle action défensive pour le roi noir, alors que le fou D2, il était en C1 avant, pointait directement vers le futur petit roc des noirs, parce que les noirs, probablement, qui vont réfugier tôt ou tard le roi sur petit roc, parce que le grand roc, c'est particulièrement chaotique, la structure de pion à l'aile dame. Donc certainement que le roi va rejoindre l'aile roi pour se sécuriser. Et dans ce cas-là, on aurait pu avoir des coups comme fou B1, avec les deux fous qui pointent en direction du petit roc, et permettent de nourrir des attaques. Mais là, il va y avoir l'échange des fous de case noire. Fou prend, dame prend, petit roc, et cavalier D5. Et dans cette position, les noirs peuvent être très satisfaits de leur ouverture en réalité. Quels sont les atouts noirs ? On va les lister d'ailleurs. Il y a le pion isolé D4, mais bon, on l'a dit, certes ce pion est isolé, mais il ne subit pas la pression. Donc c'est pas une faiblesse qui n'est pas exploitable, n'est pas réellement une faiblesse pour l'instant. Par contre, la case D5, elle est très intéressante pour les noirs. Il y a ce relais de cavalier, et puis les noirs ont d'autres atouts, ils ont la majorité de pions à l'aile dame. Ça, c'est intéressant. Ils ont les deux pions, A et B, contre le seul pion B. Et donc, si les noirs jouent B5, puis B4, à un moment donné, ils vont jouer A3, et ils vont rentrer en conflit avec leur majorité contre le seul pion des blancs, et générer un pion passé. Et ça sera une source de soucis pour les blancs qui devront sans arrêt essayer de bloquer le pion passé des noirs.
En même temps, le fou C8 qui était assez passif pour l'instant parce que le pion E6 entravait sa diagonale naturelle de sortie, une fois que le pion B avance, il va pouvoir se mettre en B7 et jouer le long de la grande diagonale blanche. Donc un pion de moins pour les blancs, un pion isolé, une majorité de pions pour les noirs, le contrôle de la case D5. Finalement, le ciel est assez sombre pour Mohamed Eni. Oui, mais voilà. Si je vous montre cette partie, c'est justement pour cette position. Parce que c'est vrai qu'il y a de lourdes concessions positionnelles que les blancs ont dû accepter. Mais on va voir toute la détermination, tout l'allant offensif de Mohamed Eni, sa fougue, et puis sa vista dans l'attaque. Il va trouver du contre-jeu. Et je vous disais tout à l'heure dans l'ouverture, c'était pas vraiment trouver du contre-jeu d'ailleurs. Il allait se créer lui-même son contre-jeu. Et il va le créer comment ? Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour voir ce que vous joueriez dans cette position. Et on va comparer ensuite avec le coup du champion. A tout de suite. Alors, qu'a joué Mohamed Eni dans cette position ? Eh bien, il a attaqué. Il a attaqué avec le pion G. Il a joué G4. Un pion qui est censé protéger son roi. Important dans l'abri royal, le pion G2. Mais en fait, il va le catapulter en G4 pour qu'il arrive en G5, qu'il détruise le pion H6 ou qu'il repousse le cavalier en F6. Alors pourquoi il fait cela ? Tout simplement parce que le roi blanc, il n'a pas besoin immédiatement du pion G2. Les forces noires ne sont pas en mesure de s'approcher du roi blanc ou de créer une quelconque menace. Et si on regarde l'espace central, eh bien, au niveau de l'espace central, Mohamed Eni a beaucoup d'espace sur la colonne. Regardez, par rapport au pion E6, les blancs ont un espace central de 5 cases contre 2. Donc 5 cases d'empan frontal contre 2 cases d'empan arrière, derrière le pion E6. Et il y a toujours une conséquence à l'avantage d'espace central. C'est l'attaque sur un roi, parce que celui qui dispose de l'avantage d'espace central a des meilleures capacités de faire converger ses forces, de ramener du renfort pour attaquer sur une aile. Et c'est ce qui va se passer. Avec cette poussée G4, G5, on a déjà les 2 cavaliers blancs qui sont proches du roi noir, la dame qui peut intervenir, le fou A2 qui peut se remettre en B1 et intervenir sur la diagonale, mais finalement, l'absence du pion en A3, on en parlait tout à l'heure, de cette perte du pion en A3. Maintenant, ça va devenir intéressant pour Mohamed Eni, parce qu'il va pouvoir utiliser la case A3 pour sa tour, une fois qu'il y aura fou B1, pour que la tour puisse naviguer sur la 3e rangée et rejoindre l'attaque du roi noir. Quant à la tour F1, la dernière pièce finalement dont on n'a pas mentionné encore l'utilité, elle peut elle aussi rejoindre l'attaque contre le roi noir. On pourrait penser à roi H1 et tour G1 pour essayer de créer un vis-à-vis, ou tour E1, et si le cavalier vient à se déplacer, on pourrait jouer tour E3, et elle aussi elle pourrait participer à l'attaque. Donc toutes les pièces blanches sont en mesure de porter l'offensive contre le roi noir. Alors nous y trompons pas, les noirs ils ont quand même un pion de plus. Ils ont quand même une certaine stabilité dans la position. Ils ont le moyen de résister à cette attaque. Mais si vous voulez, même si l'ordinateur donne un clair avantage pour les noirs, c'est très difficile psychologiquement de jouer ça avec les noirs. Parce qu'on sait qu'on va passer un sale quart d'heure. On sait qu'on va subir l'assaut. Et que si on se trompe, la moindre imprécision peut donner des chances d'attaque de mat contre le roi noir. Donc c'est très très inconfortable. Il va falloir être très précis avec les noirs. Alors, les noirs dans la position ont joué dame 7. Fou B1 comme attendu, le fou se recycle sur cette diagonale pour participer à l'attaque et va libérer le chemin pour que la tour puisse venir en A3 et qu'elle puisse utiliser la 3e rangée. Les noirs ont joué fou D7, alors pas question de prendre ce fou parce que le cavalier en E5 peut participer au combat alors que le fou D7 aura du mal à défendre. Et on joue G5 comme prévu. Donc le pion G est un bélier de combat qui vient frapper aux portes du château noir. Donc il y a la prise en G5, la reprise de la dame. Fou B5 a été joué, attaque la tour qui va se placer en E1. Et là, les noirs vont commettre une faute. Ils vont jouer cavalier H7 en essayant de proposer l'échange des dames. En réalité, ils auraient dû le faire par cavalier D7. Ils auraient dû proposer l'échange des dames ainsi. Et les blancs auraient dû refuser l'échange des dames pour conserver des chances d'attaque en venant en H5 ou en venant en G3, en se repliant en fait. Mais cavalier H7 va permettre aux blancs de gagner un temps dans le déplacement de la dame sur la colonne H. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire fou prend cavalier H7 échec, donc roi prend, et du coup la dame, lorsqu'elle se déplace sur la colonne H, elle le fait sur échec. Donc après roi G8, ça va être encore aux blancs de jouer. Donc ils conservent l'initiative dans l'attaque, et ils vont jouer maintenant cavalier G5. Et on voit que
La menace, évidemment, c'est dame H7 mat. Donc les deux cavaliers sont à l'assaut, la dame également, et les deux tours peuvent utiliser les cases A3 et, bon, E3 c'est difficile parce qu'il y a le cavalier, mais la case E4 est disponible. Et les deux tours peuvent également venir sur les colonnes G ou sur la colonne H pour appuyer l'attaque. Alors que vont faire les noirs? Eh bien, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils vont ramener le cavalier en F6 pour défendre la case H7. Et en même temps, ils repoussent la dame blanche qui recule en H4. Et là, les noirs veulent lutter contre l'arrivée de la tour en A3 puis en H3 avec les menaces de dame H8 mat. Et donc ils vont jouer A3 eux-mêmes, soutenus par la tour et par la dame. Ils cherchent à ce que les blancs prennent de la tour pour échanger les tours, ou ce que les blancs prennent du pion et reprendre après de la tour, sous protection de la dame, et provoquer des échanges en fait. Et en tout cas, même si le pion prend et que les noirs décident de ne pas prendre, ils ne verront pas une tour arriver sur la troisième rangée. Alors que fait Mohamed Eni? Eh bien, il ne va pas prendre tout simplement, il va refuser les échanges simplificateurs et il va jouer B3. La dame noire est venue en B4, met une pression sur le pion D4, bon la dame défend, mais il y a quand même une pression sur le pion D4, attaque le pion B3, met une pression sur la tour en E1, la dame essaye de mettre un peu des pressions partout, mais elle s'éloigne du roi noir. Et les blancs vont jouer tour E3, défendre B3 latéralement, et la tour va menacer d'arriver en H3. Les noirs dans la position ont joué G6. Et là, il faut s'intéresser à savoir où la tour va-t-elle aller. Est-ce qu'elle vient sur la colonne F pour attaquer le cavalier et menacer les mates en H7 après? Est-ce qu'elle vient en G3 pour menacer par exemple les prises en F7 puis les prises en G6 avec l'attaque sur le roi? Ou est-ce qu'elle va venir en H3 pour menacer dame H8 mat? Les trois cases paraissent intéressantes. En réalité, l'ordinateur va dire que tour G3 est le meilleur choix. Dans la partie, c'est tour F3 qui a été joué. Et après tour F3, les noirs ont joué cavalier H5. Si les blancs avaient joué tour H3, ça aurait été pareil. Cavalier H5 aurait été joué. Donc tour F3 a été joué, et ça va donner des chances de salut aux noirs, mais il faut qu'ils soient précis. Alors les noirs ont joué cavalier H5, comme attendu. Cavalier prend F7. Le cavalier bien défendu par le cavalier et la tour, donc les noirs ne prennent pas et ramènent le fou en E8 pour attaquer le cavalier, mais également défendre le pion G6 en transparence. Et les blancs ont joué tour G3 maintenant. Donc il aurait mieux fallu déjà avoir la tour en G3 en réalité pour tout de suite prendre en G6. Alors, l'idée de tour G3 maintenant, c'est qu'on n'a pas peur de cavalier prend tour, parce que sur cavalier prend tour, il y aurait dame H8 mat, avec ce réseau de protection du cavalier E5 qui défend le cavalier F7 qui défend la dame. Et donc si les noirs ne peuvent pas prendre et qu'on menace la prise en G6, il faut que les noirs s'activent défensivement. Et la meilleure chance de défense pour les noirs, ça va être de faire tour prend cavalier, ce qu'ils ont fait dans la partie. Pourquoi ils font ça? Tout simplement que sur tour prend G6, ils pourront intercepter par tour G7. Et sur cavalier prend tour, c'est le fou qui reprend et ça défend G6. Dans la partie, Mohamed Eni a joué dame prend H5, parce que le pion G6 est cloué, bien sûr. Donc finalement, Mohamed Eni récupère sa pièce, et il a une très belle position d'attaque, avec ce cavalier qui est très bien centralisé, l'attaque sur G6. Alors les noirs, que vont-ils faire? Ils vont faire dame prend D4. Bien sûr, ça ne défend pas G6, mais ça attaque la tour en A1, sur échec, et ça met une pression sur le cavalier. Alors les blancs ont pris en G6, et les noirs vont se tromper. Il y a deux coups en fait ici. Soit il faut jouer tour G7, soit il faut aller en F8. Et Mirza a été en F8, alors qu'il fallait jouer tour G7. Alors pourquoi il n'a pas joué tour G7? Je pense que sur tour G7, il avait peur de tour prend échec, roi prend, et après d'une collaboration dame, cavalier, et peut-être même tour. Par exemple, après dame G5 échec, le roi peut aller en H7, on peut jouer dame E7 échec. Alors si le roi vient en G8, il y aura peut-être la prise en E6 sur F7. Si le roi vient en H6, c'est pareil, il y aura la prise en E6 sur échec. Donc le roi devra venir en H8, dame F6 échec, roi H7, mais finalement, le tandem dame et cavalier n'arrive pas à collaborer plus pour menacer mat. En fait, on peut faire des échecs perpétuels, harceler constamment le roi noir, mais on ne peut pas le mater. Et il ne faut pas oublier que la tour A1, elle est sous le viseur de la dame. Alors, peut-être qu'on pourrait entrevoir l'idée tour E1 pour faire passer la tour en E3 et jouer tour H3 après avec des attaques de mat. Le problème, c'est le pion passé. Il vient en A2. Et sur tour E3, le pion vient en A1 et fait dame sur échec. Alors il faut jouer encore parce qu'il y a roi G2, il y a toujours la menace tour H3 mat, malgré les deux dames des noirs.
Mais en fait, la position s'écroule pour les blancs à cause de fou C6 échec. Et sur cavalier prend, il peut y avoir l'échange des dames tout simplement, donc il n'y a pas de... On ne peut plus continuer l'attaque avec les blancs dans cette position. Donc, après tour prend G6 échec, il fallait jouer tour G7. Même si ça paraissait dangereux, c'était le meilleur choix, la meilleure option défensive. Mais roi F8 a été joué. Alors maintenant, comment finir? Comment conclure? Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver la séquence finale de Mohamed Eni. A tout de suite. Alors, avez-vous trouvé comment gagner? Eh bien, certainement, vous êtes intéressé au coup dame H8 échec. Donc, dame H8 échec a été joué, roi E7, et c'est là qu'il fallait trouver la découverte avec cavalier C6. Cavalier C6 va faire une fourchette royale, mais surtout, ça va découvrir le départ du cavalier E5 en C6, va découvrir l'attaque de la dame sur la dame noire. Et donc, du coup, si les noirs prennent le cavalier, enfin, les noirs ont abandonné dans la partie, mais s'ils prennent le cavalier, on s'empare de la dame, et cette position est évidemment gagnante pour les blancs avec la présence de la dame blanche. Donc j'ai beaucoup aimé cette partie dynamique, et notamment cette position. Cette position où les noirs ont stabilisé un cavalier au centre, où les noirs ont une majorité de pions à l'aile dame, qui peuvent faire évoluer par B5, B4, A3, et où Mohamed Eni va créer son propre contre-jeu avec la poussée du pion G. Une très très belle poussée où il va impliquer un pion censé défendre le roi blanc, c'est généralement un pion qu'on ne touche jamais, mais il va l'impliquer au combat, parce qu'il a compris que l'absence du pion G2 n'est pas si dommageable pour le roi blanc, alors que sa montée au combat et l'attaque du pion H6 et du cavalier en F6 va lui permettre de nourrir son attaque et de réellement trouver des chances d'embrouiller l'adversaire et de gagner cette partie. Alors en regardant la liste des différents champions d'Algérie, je ne peux pas tous les nommer bien entendu, mais on peut remarquer la présence de Mahfoud Bodiba, qui a gagné le championnat d'Algérie en 1988. J'ai déjà parlé de cet immense entraîneur. Mais également en 2018, du gain du championnat par Bilal Bellassine, le plus fort élo d'ailleurs algérien, qui intervient sur ma chaîne et qui commente ses positions. Donc on a fait plusieurs vidéos ensemble. Et puis, j'ai vu qu'en 1983 et 1985, Abderrahmane Bousma a gagné également 2 fois ce championnat d'Algérie. J'avais complètement occulté cela, c'est vrai que Mahfoud m'en avait parlé, et j'avais oublié. Et c'est vrai que Abderrahmane Bousma est une personne que j'apprécie, et dont les enfants sont des bons joueurs d'ailleurs, Wassel et Leïla. Voilà, donc si tu me vois, je te salue et je te félicite pour ton double titre de champion d'Algérie. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous.